Voilà, mais donc j'ai le plaisir de vous présenter Marc Watley, que j'ai découvert suite à une intervention qu'il avait fait début mars à la RTBF et où il annonçait déjà l'évolution pandémique et la gravité de la situation. Et j'ai été évidemment en relisant cet article que j'ai repartagé d'ailleurs sur LinkedIn, vu à quel point effectivement des éléments de bon sens étaient extrêmement importants. En plus de ça, le parcours de Monsieur Watley est assez impressionnant. Il est chimiste de formation et a fait une thèse en biologie moléculaire qui l'a amené à vivre aux États-Unis pendant près de 25 ans, où il a travaillé dans divers centres, mais notamment 8 ans à Harvard, 9 ans au centre à l'université de Cincinnati. Et il s'est spécialisé notamment depuis 2003 sur les coronavirus et le SRAS, et il s'intéresse tout particulièrement aux réponses immunitaires innées et cellulaires. Donc, il a quand même une grande expertise par rapport à ces éléments-là. Et donc, j'ai eu la chance en préparant notre intervention ce soir, de discuter avec lui de certains aspects. Et je pense qu'il va pouvoir nous éclairer par rapport à certaines questions que l'on a, et notamment aussi de la question, en tous les cas, masque, pas masque, et on aura l'occasion de vous présenter un court petit film, si ça passe bien, de 3-4 minutes qui étayera ses propos. Mais je vais d'abord, avant de lancer la vidéo, vous laisser la parole, Monsieur Watley. Bonjour tout le monde. Oui, je suis ravi de pouvoir participer, et c'est vrai que c'est bien de voir le petit film parce que comme le phénomène dont on va parler est invisible, la transmission par aérosol, c'est sûr que c'est mieux de pouvoir la visualiser. Une fois qu'on l'a visualisé, on peut discuter tous les aspects qui sont liés aux aérosols. Voilà, ça dure 4 minutes, c'est en anglais. So far, we have considered two main routes of transmission. One is infection by coming into contact with something that has the virus on it. The other is infection through droplets emitted in sneezes and coughs. But some experts say there's possibly a third infection route. Experts are now looking at this new infection mechanism as the key to preventing the further spread of the virus. ただの会話の中で感染が広がっているとか、ある程度の距離があってもそれが広がっているような、そういった事例を見ると、通常の飛沫感染だけでは説明できない。非常に小さな粒子ということで、マイクロメーターの粒子。So how does this take place? NHK is conducting an experiment with a group of researchers. The team will track particles in the air using laser beams and a high-sensitivity camera. This technology allows us to detect droplets as small as 0.1 micrometers wide. The experiment starts. First, sneezing. We can see a large droplet about 1 millimeter in diameter. It quickly falls. But let's look through the high-sensitivity camera. We can see small particles that seem to glitter floating through the air. These particles are all smaller than 10 micrometers, or 1/100th of a millimeter in diameter. Let's take a look from a different angle. They're small and light. You can see them drifting through the air. These are microdroplets. We're learning that sneezing isn't the only source of these droplets. We ran the same experiment on a close-range conversation. People generate a lot of microdroplets when they talk loudly. The droplets between these two stay where they are. They don't drift away. It's not yet known what volume of microdroplets leads to infection. But Tatada says we can't rule out the possibility that microdroplets have spread the virus to some extent.
The risk of infection through microdroplets becomes even greater in a closed space with poor ventilation. This lab is simulating the movement of microdroplets in an airtight room. About 10 people in an enclosed space the size of a classroom. A person coughs once and spreads about 100,000 droplets. Large droplets are shown in blue and green. Most of these fall to the ground within 1 minute. But the microdroplets shown in red continue to drop. This simulation uses only microdroplets. 5 minutes later, 10 minutes later, 20 minutes later, the microdroplets are still floating in place. Opening windows and increasing air circulation is believed to be effective. When you open a window, microdroplets are quickly swept away. できればですね、2箇所開けて風の流れを作ってあげるということが大事。それが、1時間に1回でもいいから、そういうようなことをやることによって、リスクというのはかなり下げることができるようになるんじゃないかなというふうに思います。Voilà, donc très belle vidéo et la première chose dont je voudrais parler, c'est le fait que même quand je fais absolument rien, simplement en respirant, on produit ces micro-gouttelettes. Pourquoi est-ce qu'on les produit? C'est parce que la surface de l'épithélium respiratoire est très grande, c'est à peu près la surface d'un terrain de tennis, et elle est humide. Et il y a un courant d'air qui passe au-dessus de cette surface, et par l'effet Venturi, comme dans le carburateur d'un moteur à essence, le liquide est entraîné avec le mouvement d'air et ressort quand on respire sous forme de ces micro-gouttelettes. On les voit très bien si on souffle sur une buée froide, sur une fenêtre froide, il y a de la buée qui se forme. Et si on vient avec son doigt, on obtient des petites gouttes visibles, et ça, c'est la buée qui vient de la respiration la plus normale, même sans parler. Alors, bien sûr, plus on parle, même si on chante ou on crie, à ce moment-là, le mouvement d'air est plus fort et on produit plus de gouttelettes. Mais donc, dans la respiration normale, il y a ces micro-gouttelettes, et si la personne est infectée, certaines de ces micro-gouttelettes vont contenir des particules infectieuses qui sont donc susceptibles d'infecter d'autres personnes. Et contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui, ces micro-gouttelettes peuvent nous infecter sur de grandes distances, peuvent rester dans l'air. Si on vient dans la pièce après quelqu'un qui était infectieux, il y a un risque d'infection. Alors, vous aviez évoqué une métaphore qui m'a impressionné tout à l'heure. Vous avez parlé de barbecue. Voilà. Donc, les odeurs sont des aérosols. Quand on cuisine, l'odeur reste dans l'air parce que les aérosols restent dans l'air. Si vous êtes dans un jardin et qu'il y a quelqu'un qui fait un barbecue 4 maisons plus loin, si vous êtes sous le vent, vous allez sentir l'odeur du barbecue, vous allez sentir l'aérosol qui vient de cet autre jardin. Mais si au contraire, la personne, au lieu de faire un barbecue, est en fait infectée, les germes viendront jusque chez vous. Donc ça, c'est une question de dynamique des fluides. Donc, une autre manière de décrire cet aspect-là de la dynamique des fluides, c'est de penser aux nuages dans le ciel. Les nuages sont exactement ça, c'est de la suspension de gouttelettes. Hein, c'est ça un nuage, c'est des gouttelettes en suspension. Ils sont plus grosses, mais qui restent en suspension pour d'autres phénomènes qui ne sont d'ailleurs pas très bien compris, électrostatiques et autres. Et donc, quand il y a un mouvement d'air, quand il y a du vent, ces nuages se déplacent, mais ils changent un peu de forme, ils se déforment, mais ils ne se dissipent pas. Ils continuent à se déplacer sous forme de nuages. Donc, quand une personne émet un aérosol infectieux, ce nuage, s'il y a une petite brise, va se déplacer, mais il va rester plus ou moins entier. Bon, il va peut-être s'allonger, se déformer, mais il va rester entier. Et donc, ce nuage peut contaminer sur vraiment de longues distances, 10 mètres, 20 mètres, 100 mètres. Et en fait, on sait d'expériences d'animaux en Angleterre
qu'il est parfois possible d'avoir des transmissions par aérosol sur des dizaines de kilomètres dans le cas de transmission de virus animaux. Donc, toutes les mesures de distanciation sociale dont on nous parle sont complètement ineffectives parce que, comme vous avez vu sur la vidéo, le virus reste dans l'air et donc garder la distance. Par exemple, si dans un supermarché, quelqu'un tousse, ça m'est arrivé la dernière fois que j'étais chez Colruyt, juste au moment où je passais, mais je serais passé 5 minutes plus tard, j'aurais aussi été exposé de la même manière. Bon, j'avais un masque, donc j'étais pas en danger. Et donc, ça revient à ça. La seule manière de se protéger contre un virus qui peut se transmettre par aérosol et qui, en plus, c'est le mode de transmission dominant, c'est de porter un masque qui protège des aérosols. Et pour ça, on sait bien que c'est les masques de type FFP2, FFP3 qui vont le mieux nous protéger des aérosols. Alors, certainement, dans un contexte médical, ils sont absolument indispensables. Mais mon argument, c'est que même pour la population, pensez, on veut réouvrir les écoles, on veut que les gens puissent se tourner au travail. Il faut prendre le bus. On ne peut pas avoir des bus avec 5 personnes par bus. On ne peut pas aller à l'école comme ça. Et donc, il faut que les gens prennent le bus, par exemple. Et là, si tout le monde a un masque, le problème de transmission du virus est dramatiquement réduit. Et donc, il est possible d'avoir une activité économique quasi normale si toute la population est équipée de masques adéquats. On évoque beaucoup le R0, hein, on parle de 3, et ces chiffres, c'est quelque chose que vous battez en brèche. Notamment, on a 2 exemples que sont le bateau Princess et le Charles de Gaulle. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations par rapport à ça? Voilà, donc je vais commencer par parler de la position de l'OMS. Hein. Donc l'OMS a dit dès le départ, c'est un virus qui a un R0 de 2,5, qui est exactement le même chiffre que pour SRAS 2002-2003. Alors tout de suite, on voit qu'il y a un problème parce que SRAS 2002-2003, c'est 8000 personnes infectées et dans l'espace de 6 mois, et on n'est pas encore tout à fait à 6 mois, et on est déjà au-dessus de 2 millions. Donc tout de suite, c'est douteux que le R0 2,5 de SRAS soit celui qui correspond à Covid, puisqu'il y a une telle différence dans la propagation du virus. En parallèle au R0, l'autre chiffre qui est critique, c'est le temps de doublement. C'est celui qui nous permet de prédire la progression de l'épidémie une fois qu'on le détermine. Et donc, de nouveau, l'OMS nous disait 6 jours et demi comme pour SRAS pour Covid-19. Et bon, bien sûr, moi, je ne faisais aucune confiance dans les chiffres qui nous venaient de Chine parce que, pour beaucoup de raisons, je savais qu'ils étaient faux. Et dès qu'on a eu des chiffres un peu sensibles qui nous venaient de l'Italie, moi, j'avais calculé 3,3 jours comme temps de doublement. Et donc, le R0 de 7, donc ça, c'est en absence de toute mesure de santé publique, ça correspond à un temps de doublement de 2,4 jours. Et ça dépend toujours des conditions où le virus se réplique, de la densité de la population, etc. Donc en Italie, ce qu'on voyait, c'était 3,3 jours. Ça correspond probablement à un R0 de 6, quelque chose comme ça. Et donc, 3,3 jours, c'est un très gros problème parce qu'en 10 jours, un cas devient 1000. En 66 jours, un cas devient 1 million. Et c'est comme ça qu'on arrive à 2 millions de cas de nos jours. Je vois que j'ai tellement digressé que je n'ai pas répondu à votre question. Donc, c'était les 2 cas, en tous les cas, des bateaux. On peut aller encore plus haut. Dans le cas du bateau de croisière en Asie, le R0 a été calculé à 14,2. Et bon, ça, c'est plus que le choléra, la peste et tout ça. Donc, c'est vraiment un taux de contagiosité qui est vraiment extrêmement élevé. Et un corollaire de ça, c'est que ça ne se passe pas avec un virus qui se transmet seulement en toussant. Donc, dans le cas de SRAS et de MERS, c'était la même chose. Ce sont des virus particuliers parce que l'épidémiologie nous dit qu'ils n'étaient pas contagieux avant 4 ou 5 jours après l'apparition des symptômes. Tandis que Covid-19, il est contagieux au moins 1 jour, si pas plus, avant l'apparition des symptômes. Et bien sûr, les gens chez qui les symptômes n'apparaissent pas, et bien sûr, ceux-là, ils sont contagieux également. On sait qu'ils sont contagieux d'après le titre de virus, la charge virale qu'on retrouve chez eux.